Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Politiquement chaud. Dans un peu moins d'une heure, je recevrai un acteur public, je dirais même un acteur politique qui a récemment trouvé son chemin de Damas. Il était critique acérbe contre l'action de Patrice Talon. Aujourd'hui, il en est devenu un grand fan qui défend passionnément sa candidature. Bertin Kovi, président de l'Alliance Soleil, l'invité du jour dans Politiquement chaud. Vous aurez bien évidemment droit à vos rubriques traditionnelles dans cette émission. Ce sera vers la fin de l'émission Médiamétrie avec Nagui Balagbe qui a fuiné pour nous dans les médias et les réseaux sociaux les derniers développements de l'actualité électorale. Mais en début d'émission, notre panel des experts est déjà là. Franck Kenevor et Dr Patrick Renou qui vont décrypter l'actualité électorale, le contenu de cette campagne électorale, bien évidemment, sans oublier les derniers événements, les manifestations qui ont lieu dans certaines villes du pays. La science, je vais y arriver, sensibilisation avec le monitoring de Herman Anyambossou qui nous reconduit aujourd'hui, le professeur Zanou, avec qui nous allons revenir sur les interdictions pendant et après le vote. Politiquement chaud, c'est aussi et surtout l'ambiance de la campagne électorale. Voici la sélection de Clément Echadé. Une semaine après le lancement officiel de la campagne électorale, Mathias Kouanou amorce la vitesse de croisière ici dans la commune de Dangbo. Le député élu bloc républicain de la 20e circonscription électorale, beaucoup plus connu sous le nom Akoumar, a commencé sa tournée à Dequin. Et devant les populations, il a affirmé que le choix à faire, c'est le duo Talon-Talata. Vous votez celui qui gère bien ce pays, celui qui nous a étonnés. On croyait qu'il est incapable, mais il a pris son temps pendant 2 ans. Et il a commencé par faire des réalisations dans 3 ans seulement. Donc, il faut qu'on lui accorde au moins 5 ans encore. Après Dequin, Kessounou retient toujours dans la commune de Dangbo. Ici, le coordonnateur communal du parti au logo Cheval Cabré a été rejoint par l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce. Et en langue locale, Joseph Arissou s'est attelé à amplifier les propos du député avant de montrer aux populations le choix à faire le 11 avril prochain. L'argent ne circule pas. Mais allez demander qu'est-ce qu'on fait avec ton argent qui ne circule pas. Ça ne circule pas parce que les infrastructures qui ont été réalisées, c'est votre argent. Des infrastructures qu'il faut préserver, d'où ce message de nos violences. Si quelqu'un vous dit d'aller brûler ces infrastructures que vous avez réalisées, mais il faut être fou avant de le faire. Alors, je vous demande la paix. Une fois la commune de Dangbo bouclée, le parlementaire et sa suite ont mis le cap sur la promisérité pour le même exercice. Après une évaluation faite, il a trouvé ses interlocuteurs réceptifs par rapport à son message. Parce que la population écoute avec attention ce que nous disons. Et elle est prête pour le 11 avril. À quelques jours du scrutin présidentiel, Mathias Kouanou est reparti avec la conviction d'avoir gagné le pari de la mobilisation autour de la candidature du chef de l'État. Seulement, a-t-il insisté, le cap doit être maintenu pour que la victoire soit au bout de l'effort à l'issue de cette compétition électorale. Lorsque le peuple béninois nous accordera massivement son suffrage et que nous accéderons à la Marina, la première action forte, la première décision forte qu'il conviendra de prendre, c'est de restaurer au peuple béninois sa démocratie. La restauration de cette démocratie passe forcément par certaines décisions fortes, à savoir la dissolution de cette Assemblée nationale monocolore que vous connaissez. Car dans aucun pays du monde, dans aucune démocratie du monde, il n'existe de pareille Assemblée nationale. Au parti FCBE,
Nous pensons que l'heure a sonné pour mettre fin à cette imposture. C'est pour cela que nous sommes décidés à convaincre nos concitoyens à sortir massivement pour aller voter le 11 avril pour le duo Alassane Soumane, Djemba et Paul Roupé, pour libérer enfin notre peuple. On a beaucoup entendu que le match était plié, que l'élection présidentielle, que c'était du talon contre talon. En ce qui me concerne personnellement, j'ai compris très tôt que c'était pour distraire la classe politique béninoise en général et les citoyens que l'on a fait distiller cette idée-là. Et de l'autre côté, beaucoup d'initiatives malheureuses ont commencé à être prises. La Cour constitutionnelle d'un côté, mais surtout cet après-midi, la Sénat. Qu'est-ce que le Code électoral dit à propos des coordonnateurs d'arrondissement que la Sénat doit désigner pour faire le travail? Le Code dit, en son article 37, que les 546 coordonnateurs d'arrondissement doivent provenir prioritairement des magistrats, des greffiers et des officiers de justice. Donc, des professionnels de droit. C'est lorsque la Sénat n'aura pas eu suffisamment de postulants qu'elle pourra aller un peu plus loin dans la recherche des compétences en regardant au niveau des hauts fonctionnaires de l'État. Mais qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? La Sénat a publié récemment sur son site la liste des 500 personnes qui ont été nommées par elle. Et à observer la liste, on constate que la Sénat n'a pas respecté l'article 37, notamment en son alinéa 2. Et c'est cela que le Centra Justice a dénoncé vendredi dernier. Nous avons compris que la Sénat est en train d'organiser, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas y croire, une grande fraude, une fraude massive. Si ces conditions n'étaient pas tout de suite corrigées, si ce qui est fait n'est pas tout de suite corrigé, nous risquons de ne pas avoir des élections correctes, transparentes, crédibles. C'est pour cela que, à la suite du Centra Justice, nous dénonçons le comportement de la Sénat. Et nous invitons, en réalité, nous appelons la Sénat à revoir très rapidement sa copie. Irénée Agossa, sur le campus d'Abomey-Calavi, le colistier de Corentin Korhoué à la présidentielle du 11 avril 2021 présente aux étudiants les ambitions du duo. Depuis le début de la campagne électorale, le parti Restaurer la confiance affiche sa volonté de promouvoir la jeunesse et c'est l'une des raisons pour lesquelles la vague orange s'impose à l'UAC. Nous avons dit depuis que dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, nous avons besoin de 10 000 jeunes, ceux qui ont fait les formations scientifiques, Bac plus 2, qui vont suivre une formation accélérée en numérique et pourront devenir des techniciens supérieurs en numérique. Nous avons besoin de 5 000 jeunes qui ont le Bac plus 3 et plus, que nous allons former en accéléré, en 8 mois, 10 mois, pour qu'ils puissent être des ingénieurs en numérique spécialisés. La finalité de cet attachement à la jeunesse est de créer un cadre favorable à l'emploi pour tous afin d'assurer de meilleures conditions de vie à la population. Irénée Agossa prend des engagements et convainc les étudiants à soutenir la cause. Le Bénin ne peut pas être un pays de sous-emploi. Le Bénin ne peut pas être un pays de chômeurs. Nous avons 200 millions à nourrir, qui ont besoin de services, qui ont besoin de compétences. Nous sommes compétents et nous pouvons le faire. Il suffit de compter sur vous. Il suffit de vous mettre dans les conditions. Il suffit de vous apprécier. Il suffit de vous considérer et vous allez
allez pouvoir vous en sortir. C'est pour cette raison que nous allons mettre, nous avons mis, dès le lendemain, si nous formons un gouvernement, nous allons faire comme les pays anglo-saxons. Il y aura les vice-ministres, et vice-ministres seront les jeunes capables de pouvoir comprendre la gestion de l'État. Ils seront des vice-ministres et qu'ils pourront comprendre ce que c'est que la gestion de l'État. Nous allons prendre 20% des jeunes. Pour sa descente sur le campus d'Abomey-Calavi, le colistier de Corentin Koroué à la présidentielle du 11 avril 2021 a également donné son opinion sur ce que doit être une bonne gestion du pouvoir avec des réformes ambitieuses. Tout régime qui se met dans une réforme, quelles que soient les réformes, et que cela ne permet pas de créer l'emploi, de lutter contre le sous-emploi, de permettre à ce que la classe moyenne se mette en place. Tout régime qui entame ces réformes est un régime simplement à bannir, car ces réformes ne sont pas de bonnes réformes. Les réformes qui sont bonnes, c'est les réformes qui permettent de créer l'emploi, de lutter contre le sous-emploi. La vague orange est bien accueillie à l'université d'Abomey-Calavi par des centaines d'étudiants. La foule en liesse est gardée en haleine par diverses prestations artistiques. Franck Kenevor, communicateur, journaliste, spécialiste des questions de décentralisation. Dr Patrick Renou, politiste, merci d'être sur ce plateau. Vous suivez avec nous le déroulement de cette campagne électorale. Elle était annoncée pour être un petit peu mouvementée, en tout cas à partir du 6 avril. Et apparemment, ça n'a pas raté, Dr Patrick Renou, les manifestations qu'on observe dans certaines villes du pays. Merci beaucoup. C'est une question assez cruciale. Nous sommes pratiquement vers la fin de la campagne électorale et au bout de laquelle il sera question de procéder à l'élection pour dégager celui-là qui va diriger le pays pendant 5 ans. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour en arriver là, il a fallu vraiment opérer des réformes. Des réformes jugées courageuses par les uns et jugées vraiment exclusives par les autres. Dans tous les cas de figure, nous sommes à la croisée des chemins et un peu comme si on avait eu vent donc, de ces manifestations-là. On constate maintenant qu'effectivement, de part et d'autres, il y a des gens qui se sont manifestés et qui ont voulu dénoncer un certain nombre de faits liés au processus électoral. Et là, on est parti de l'agir rumoral, c'est-à-dire la rumeur comme acte de parole, à l'existence même de la violence et qui est amorcée, qui a commencé. Heureusement que cette violence ne s'est pas étendue sur tout le territoire, mais toujours est-il que cette violence reste peut-être une manière pour ceux-là qui en sont les acteurs de faire autrement la politique. Et ça, c'est une explication que je tente de faire. Cela ne veut pas dire que j'épouse cette façon d'agir, mais c'est une autre façon de faire la politique. Et cette façon de se manifester rejoint par endroits les revendications identitaires. En tout état de cause, il convient à un moment donné donc de s'asseoir et d'échanger et de trouver une porte de sortie parce que nous avons besoin d'un climat de sérénité, n'est-ce pas,
sur toute l'étendue du territoire national. On sait que ces manifestations étaient annoncées. On a entendu beaucoup d'acteurs politiques promettre, en tout cas mettre en péril le processus électoral compte tenu de la réforme de la Constitution qu'ils n'approuvent pas. Est-ce qu'on a manqué d'anticiper sur ces intentions-là? Non, je ne pense pas. Pour moi, la période électorale est une période de débat, de discussion. Et au cours de cette période électorale, notamment pendant la campagne électorale, on peut effectivement discuter de ces points de discordance qu'on connaît depuis quelques mois déjà. Je pense pour ma part que la campagne étant ouverte aux partis politiques légalement enregistrés et aux candidats, les partis qui sont légalement enregistrés et qui pourraient porter cette question du 6 avril auraient pu en faire un débat plus sain plutôt que les manifestations que nous voyons aujourd'hui, parce que moi je voudrais appeler les gens au calme, je voudrais appeler les gens à la paix. Il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas aborder sereinement dans le cadre d'un dialogue. On ne peut pas peut-être discuter pendant la campagne électorale, on ne peut pas structurer un dialogue concluant pendant la campagne électorale, mais après les élections, on peut discuter. Mais je pense personnellement que on ne devrait pas encourager ces genres de comportements parce que on sait toujours quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça s'étend et ça embrase. Moi, je voudrais appeler ces personnes-là. Vous savez, la vie d'un seul citoyen dépasse toute l'élection que nous sommes en train d'organiser là. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut préserver la vie des Béninois, quoi qu'il en coûte. Il faut que de ce jour jusqu'à la fin du processus, qu'il n'y ait aucune perte en vies humaines. Ça, c'est le plus important. Les gens peuvent ne pas être d'accord. Les gens peuvent trouver des voies et moyens pour s'exprimer. Il faut le faire suivant les lois de la République. Parce que, vous savez, si le peuple était d'accord, je vous assure qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, si c'est juste une division au sein du peuple, laissons cette période sensible passer et on trouvera le moyen de discuter. Il faut calmer le jeu pour que ce que Dieu nous donne de plus cher soit préservé, c'est-à-dire la vie humaine. Donc moi je pense que dans un processus électoral, on ne peut plus arrêter le processus pour faire un dialogue. Mais après, on a tout le temps. Si tant est que c'est une aspiration partagée par la majorité des Béninois, vous verrez, le pouvoir sera obligé d'en tenir compte. Mais ce qui se fait en période électorale, pendant la campagne électorale, nous connaissons les règles de jeu. Donc, retournons à ces règles de jeu-là pour débattre et que la paix soit préservée, le calme soit préservé. On aura toujours des occasions, des opportunités pour discuter de tout cela. En tout cas, pendant ce temps, le processus électoral se poursuit, la campagne électorale également. Nous sommes à l'avant-veille de la clôture. J'ai envie de vous demander, Dr Renou, qu'est-ce qui aura le plus retenu, votre attention par rapport au contenu de cette campagne, aux propositions des candidats, aux idées exprimées par les candidats? Merci beaucoup. Juste un mot avant d'aborder cette question. Je voudrais quand même attirer l'attention sur la nécessité pour tous les acteurs aujourd'hui de rechercher, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'avenir, une voie de sortie, parce que l'agir communicationnel tel que l'a promu et Jürgen Habermas veut que les acteurs s'asseyent et retrouvent les principes suivant lesquels le vivre ensemble peut être amélioré. Cela dit, on a constaté, en tout cas dans le cadre de cette élection, dans le cadre de cette campagne électorale, que nous avons eu droit à 3 pôles. Inutile de revenir sur les différents pôles.
Mais toujours est-il qu'il est important de rappeler que ce qui a servi de socle à cette campagne de façon générale, c'est les différents secteurs d'activité qui méritent une attention particulière pour que le vivre ensemble soit amélioré pendant les 5 années à venir. Cela dit, nous avons constaté que si vous prenez par exemple la première liste, le premier duo, le développement Sahel, qui s'inscrit justement dans une continuité, vous aurez constaté que les ressorts du développement ont été mis en relief. Les transports, les infrastructures, l'éducation, l'énergie, en tout cas, ce qui peut faire en sorte que le quotidien du Béninois soit amélioré dans les 5 années à venir. Si vous prenez par exemple le consensus, il va de soi que les différents acteurs qui constituent cette liste-là, ce duo, ont insisté sur l'éducation, sur la transition, la nécessité d'amorcer une transition, la nécessité de dialoguer et de chercher une voie pouvant permettre à tous les fils de s'asseoir à nouveau pour que le linge sale se lave encore une fois en famille. Si vous prenez en dernier ressort la liste ou le duo qui veut restaurer la confiance, vous aurez constaté également qu'un certain nombre de points névralgiques de la vie sociale ont été mis en relief. Dans tous les cas de figure, nous sommes conscients que, quel que soit le domaine qu'on aborde, les Béninois ont envie de voir du nouveau, ont envie de voir leur quotidien s'améliorer, parce que sinon, on n'aurait pas franchi le pas nécessaire qui puisse conduire vers le développement. Donc, aujourd'hui, la préoccupation majeure, les différents points qui ont été abordés, entrent en ligne de compte de ce qu'on pourrait appeler la demande sociale. Et c'est l'ensemble de ces points-là qui ont été réchauffés, partagés, discutés avec ceux-là qui sont chargés d'accorder leur suffrage à X ou à Y. Est-ce que lorsqu'on met ensemble l'ensemble des offres, en tout cas pour ce qu'on en retient d'essentiel, est-ce qu'on peut y lire, Franck Kenevort, une perspective heureuse pour le Bénin? Est-ce qu'il y a un Bénin meilleur qui transparaît de ces offres-là? Oui, si vous regardez les 3 offres politiques, je pense qu'on peut se dire en toute modestie que si on fait la synthèse de ces 3 projets de société, on peut ressortir quelque chose qui va faire du bien au Bénin. Globalement, je pense que le président sortant, le duo Talon-Talata, est dans la continuité, comme l'a dit Patrick Renou, parce que justement, ils ont géré le pays pendant 5 ans, ils veulent consolider les acquis et aller plus loin. Donc c'est normal que leur projet de société soit plus alléchant que celui des autres. Mais ce que je constate aussi de façon globale, c'est que les autres projets de société n'ont pas pu, malgré tous les efforts de la HAC, n'ont pas pu se donner un écho perçant au niveau de l'opinion publique. On n'a pas eu aussi, et ça c'est peut-être la faute aux médias, on n'a pas eu aussi des confrontations de propositions, parce que je vous donne un exemple, celui que je connais le mieux, sur la décentralisation. Alors, les 3 candidats ont fait des propositions. Si vous regardez le duo Talon-Talata, on voit clairement qu'il y a des annonces très fortes, comme remplacer les fonds FADEC par un fonds d'investissement communal. Il y a l'intercommunalité qui est revenue, la réforme du rôle du maire sur le plan politique, la réforme du rôle de l'administration, transfert de compétences et de ressources, etc. Mais moi, j'aurais aimé qu'on puisse écouter
les 3 candidats sur cette question-là. Par exemple, personne n'a pris l'engagement de dire aujourd'hui, moi je vais transférer 10%, 15% des recettes budgétaires aux communes. Nous sommes à moins de 5%, alors que même les documents de planification de l'État, même les directives communautaires demandent 15 à 20%. Donc il a manqué un peu, à mon avis, qu'on puisse donner la parole aux uns et aux autres, parce que justement, pour que l'électeur retienne quelque chose de crédible, il faut confronter les projets de société. Il faut permettre aux uns et aux autres de se prononcer sur la pertinence et la qualité de ce que l'autre propose. Et de ce point de vue, on n'a pas eu cela. Et je pense que cette présidentielle, on doit considérer que c'est, disons, intervenu en pleine réforme du système partisan où on n'a pas encore tous les résultats pour que l'animation d'une présidentielle soit au top niveau. C'est vrai que du côté de la RAC, on a vu quand même des signaux qui ont embrouillé un peu les uns et les autres. Et donc, on ne sait pas si on peut organiser des débats contradictoires, si on ne peut pas... La RAC a prévu le contradictoire pour le second tour. Donc, tous les amoureux de débat doivent croiser les doigts et prier beaucoup qu'il y ait un second tour pour pouvoir espérer vivre une contradiction entre les candidats arrivés donc au second tour. Mais on constate aussi que, oui, Franck en a parlé, il y a des duos, il y a des candidats qui, malgré la campagne égalitaire mise en place par la RAC conformément aux dispositions du code électoral, n'ont pas une présence terriblement remarquable dans les médias. C'est aussi parce que peut-être ils ont du mal à consommer cette possibilité qui leur est donnée, Patrick Grano. Oui, on peut faire la lecture sur plusieurs tableaux en mettant en relief un certain nombre d'angles. D'abord, il faut voir les conditions dans lesquelles ces candidatures-là ont été affirmées. J'ai noté par endroits la précipitation, l'immédiateté et même la spontanéité qui avait caractérisé leur déclaration de candidature. Je veux parler par exemple des deux autres listes, les 2 autres duos, le duo qui incarne le consensus et l'autre qui incarne la restauration, n'est-ce pas, de la confiance. Et d'abord, c'est à ce niveau-là. Donc, l'impréparation a agi sur le reste. Deuxièmement, il y a les moyens. On ne va pas communiquer dans la presse les mains vides et parler de la campagne électorale. Assumer la campagne électorale, c'est mettre la main à la poche. Et donc, je peux dire quand même qu'en dehors de l'inorganisation qui a caractérisé la déclaration de candidature de ces duos-là, il n'y a que les ressources n'ont pas suivi. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas s'attendre à des miracles. Et c'est le constat qu'on a fait, et que ces partis et ces candidatures n'ont pas pu mouiller le maillot comme cela se doit. Et du point de vue même de l'articulation du discours, de l'énonciation du discours politique, on n'a pas senti vraiment cette affirmation de la maturité. Et malheureusement, pour la dynamique qui devrait caractériser une campagne électorale comme celle-là. Voilà. On va finir notre échange du jour par cette dernière question. J'ai envie qu'on dise un mot sur la société civile. On va approfondir le vendredi. Franck Kenevo, est-ce qu'elle n'a pas été finalement la grande absente, si vous voulez, ou le grand absent de ce débat électoral, Franck Kenevo? Non, je pense que la société civile n'est pas reconnue par le code électoral comme une actrice de la campagne électorale. Mais la société civile intervient dans son rôle d'assurer, de contribuer à la qualité du scrutin, à la transparence de l'élection. Et donc, sur ce plan-là, je crois que régulièrement,
elles interviennent sur la base des organisations qui sont actives dans ce domaine-là. Mais je pense aussi que la société civile, normalement, n'a pas pour rôle d'intervenir dans le débat politique en période électorale. Donc, de ce point de vue, elle n'est pas forcément absente. Moi, je pense que leur rôle, c'est de se déployer sur le terrain pour observer, c'est de structurer leur intervention pour centraliser les résultats et autres. Et comme un expert a eu à le dire avant moi, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour truquer les élections, pour frauder. Donc la société civile a moins de rôle. La société civile intervenait énormément parce qu'il y avait des fraudes, il y avait des bourrages d'urnes, il y avait un problème de transparence et de sincérité du scrutin. Aujourd'hui, même dans tous les pays pratiquement en Afrique, il y a un effort pour suivre le processus, les citoyens suivent, les partis politiques suivent, la société civile suit, les observateurs arrivent, tout ça. Donc, c'est vraiment plus difficile de frauder au niveau des bureaux de vote et autres, et de la centralisation. Donc, je pense que le rôle de la société civile va évoluer décrescendo. Si on va vous écouter sur la question. Oui, très rapidement, je voulais quand même dire que si on parle de la société civile, c'est qu'on peut faire l'effort de faire observer qu'en démocratie, l'engagement citoyen a sa place. La société civile qui s'inscrit dans cette dynamique devrait pouvoir jouer un rôle de premier plan, non pas pour ses prises de position politique, mais pour départager les différents acteurs, en apportant ce qui est nécessaire à la construction de la nation. Deuxièmement, c'est qu'on peut observer aujourd'hui que la société civile elle-même est en pleine reconstruction de son identité. Parce que, par ailleurs, plusieurs de ses membres, entre-temps, ont déserté le forum et se sont trouvés, n'est-ce pas, des talents politiques. Et donc, la société civile elle-même est en reconstruction de sa propre identité. Et troisièmement, il faut faire observer quand même que l'horizon, dans les années à venir, va s'éclaircir davantage parce que l'intervention de la société civile se justifie beaucoup plus ou devient palpable lorsqu'on est dans une situation vraiment d'incertitude. Et aujourd'hui, avec la réforme, il y a que la société civile n'a pas encore trouvé la façon dont elle pourra mieux se positionner dans l'arène sociopolitique. Et donc, on va espérer que l'horizon s'éclaircisse davantage pour elle et que ses membres vraiment s'affirment comme tels et fassent avancer les choses. L'absence de risque de fraude dans nos consultations électorales limite-t-elle le rôle, l'implication de la société civile? Est-ce que la réforme du système partisan qui est en cours dans notre pays également, quelle place cette réforme fait à la société civile? Est-ce que finalement elle n'a plus de rôle à jouer dans les consultations, dans les processus électoraux? Ça fait partie des axes de discussion que nous aurons, n'est-ce pas, le vendredi prochain. Je ne vous laisserai pas répondre parce que là vous allez vider non, je ne veux pas sujet. Répondre, oui. Mais il faut rendre hommage à la société civile qui fait le travail habituel qu'elle fait dans le cadre du processus électoral. Donc, elle s'organise pour suivre le scrutin. Tout à fait. Et pour centraliser les résultats et pour donner sa position sur la qualité du scrutin. Voilà. Tel que nous sommes intervenus, on aurait pu penser que moins que par le passé, la société civile n'est pas utile. En tout cas, j'ai eu la promesse de Mme Matokozosu de nous trouver un interlocuteur. Ça va être pour le vendredi prochain, puisqu'on va devoir débattre du rôle de la société civile dans l'élection qui est en cours.
quel rôle elle a pu jouer pendant la campagne électorale et comment elle entrevoit le déroulement du scrutin en lien avec la velléité et les violences qu'on observe de part et d'autre. Je me battrai pour qu'on ait, à défaut de Mme Zossou, un des membres de la plateforme électorale. Et quand vous aurez fini donc d'élaborer sur la question, je vous remercie pour avoir rempli votre part du contrat, tout ce qui concerne ce mercredi. Contrat moral. En tout cas, merci de vous rendre toujours disponible pour nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons maintenant accueillir Herman Aniaboussou et son invité, le professeur Zanou, pour le monitoring électoral. Les interdictions pendant et après le vote, suite dans cette rubrique monitoring avec Herman Parfait Aniaboussou et son invité, le professeur Zanou. Bonsoir. Bonsoir André. Bonsoir. Et bienvenue. Merci d'être toujours là pour nous. Merci beaucoup. Herman Aniaboussou. Merci à vous André Dossard, professeur Zanou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeur de droit des universités, spécialiste en droit pénal et sciences criminelles. Alors, justement, c'est vrai, le Bénin est en plein processus électoral. Les règles du jeu sont connues. En tout cas, nul n'est censé les ignorer, dit-on. Autant le législateur a organisé des activités de propagande, il est aussi des comportements et autres activités illicites avant, pendant et après le scrutin. Alors, pour la période qui nous sépare du 11 avril, quels sont les éléments essentiels sur lesquels il faut mettre l'accent, professeur Zanou? Alors, les éléments essentiels sur lesquels il faut mettre l'accent pendant cette période, ce sont des comportements qui sont de nature à intimider ou à empêcher les candidats potentiels de pouvoir sensibiliser l'électorat. De la même façon, le législateur a prévu un certain nombre de sanctions, du moins de comportements interdits pendant la période électorale. On a évoqué quelques agissements lors de nos émissions précédentes. Il me plaît d'insister aussi sur la distribution aux heures de service de bulletins circulaires ou tout article publicitaire, notamment par les agents en poste dans les différentes administrations. Qu'ils le sachent bien, ce sont des infractions punies et sanctionnées par le code pénal. Ils peuvent s'y adonner à leurs heures de pause ou pendant les heures où ils ne sont plus sur leur lieu de travail, mais le législateur l'interdit formellement pendant qu'ils sont en pleine activité professionnelle. Est-ce que c'est faute d'avoir connaissance de la loi que certaines personnes manifestent alors que les tests l'ont interdit? Vous savez, d'une manière générale, le législateur a listé un certain nombre de comportements prohibés et il est important au travers de cette tribune que les téléspectateurs suivent les conseils qui leur sont donnés et les consignes pendant le déroulement du scrutin sur le lieu du vote. C'est important. Je pense que c'est par ignorance que nos concitoyens agissent. Parce que empêcher un candidat de faire campagne par des manœuvres diverses est constitutif d'une infraction, intimidation, et cela peut valoir à ses auteurs un emprisonnement d'1 année à 5 ans et une amende pouvant aller de 2 millions à 5 millions de francs CFA. Il est important que nos concitoyens le sachent. Très bien. Article 51 du Code électoral, je vais citer le Code de 2019, à son alinéa 2. Toutes les manifestations culturelles ou événements publics et toute manifestation de nature à perturber le bon déroulement de la campagne électorale sont interdits pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote, sous peine de sanction. Oui. Alors, qu'est-ce que le législateur béninois a voulu dire par là, professeur Zanou? Alors, le législateur a voulu insister sur la nécessité
pour chaque acteur politique et toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus électoral de ne pas entraver la liberté et le libre exercice du choix que chaque citoyen peut exprimer au moment de vote. Donc c'est pour ça que ces genres de manifestations peuvent prendre d'autres connotations, d'autres objectifs qui seraient de nature à décrédibiliser ou à porter un discrédit sur tel ou tel candidat en raison du contexte et de l'influence des personnes initiatrices de ces rassemblements. Et c'est pour éviter cela que le législateur a prévu ce mécanisme. Oui, pendant qu'on parle de manifestations, il y en a qui vont jusqu'à détruire les affiches de certains candidats, comme on le voit d'ailleurs sur ces images qui défilent là. Alors, professeur, est-ce que c'est des actes qui sont également punis par la loi, ou on peut se dire, comme c'est des manifestants, bon, libre à eux de détruire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, des affiches? Monsieur le journaliste, ce sont des comportements prohibés et sanctionnés par le Code pénal. Vous savez, l'exercice du jeu démocratique induit que chaque citoyen puisse respecter les lois de la République. On ne peut pas permettre, on ne peut pas tolérer, sous quelque motif que ce soit, que des pratiques comme celle-là viennent perturber en réalité l'ordre public et le bon déroulement. La pluralité des opinions impose que chaque acteur puisse respecter, lors de la campagne, les opinions, qu'elles soient convergentes ou divergentes. Alors, dans ce qu'on voit là, dans ces images qu'on voit, on va rechercher pour le pénaliste que vous êtes, oui. On va rechercher les éléments constitutifs du crime. Exactement. Quels sont-ils, quels sont ces éléments-là? Alors, les éléments qui permettent ou qui vont permettre de caractériser cette infraction, nous avons d'abord l'élément intentionnel. L'élément intentionnel qui traduit la volonté manifeste de l'agent pénal de porter atteinte ou d'enfreindre une loi conformément aux prescriptions du Code pénal. Il agit intentionnellement, de façon délibérée. Ensuite, nous aurons l'élément matériel. L'élément matériel, en réalité, c'est l'acte positif que commet l'agent pénal pour parvenir à ses fins. Et l'élément légal, c'est ce que nous évoquions, vous et moi, au travers de ces différents tests. Le législateur a prévu dans le Code pénal, dans le Code électoral, certaines incriminations et certains agissements, dès lors qu'ils sont commis, entraînent pour leur auteur une sanction. Pour l'élément légal, on recourt à quoi? Au Code pénal ou au Code électoral? Quelles sont les dispositions qui en parlent? On recourt au Code pénal, puisqu'en réalité, toutes les infractions qui ont été énumérées dans le Code électoral ont été reprises par le législateur dans la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin. Donc c'est sur les fondements de ces tests-là que les personnes incriminées seront sanctionnées subséquemment à leur comportement. Professeur Zonou, c'est vrai, nous parlions la fois dernière des infractions, des comportements à ne pas adopter au jour du scrutin. Notamment, il ne fallait pas introduire des boissons alcoolisées dans un bureau de vote, dans un poste de vote. Est-ce qu'il y a des infractions qu'il ne faut pas commettre au jour du scrutin? Alors, de façon exhaustive, nous allons, en plus de l'interdiction d'introduction des boissons alcoolisées dans un lieu de vote, entendez par lieu de vote l'espace géographique qui a été aménagé pour le déroulement du scrutin. Et par extension, on peut envisager les abords, que quelqu'un entrepose des boissons alcoolisées dans son véhicule en stationnement, dans les abords ou sur les lieux où l'élection doit se dérouler, est constitutif d'une infraction pénale et va valoir un emprisonnement de 3 à 6 mois et une amende pouvant aller de 200 000 à 500 000 francs CFA. Nous avons aussi l'entrée d'un citoyen dans un bureau de vote avec une arme.
avec une arme. De la même manière, nous avons le port des emblèmes aussi distinctifs des candidats sur les lieux de vote. Oui. C'est-à-dire que tous les attributs aujourd'hui, les casquettes, les t-shirts, qui sont imprimés aux effigies des candidats, le jour du déroulement du vote, tous nos concitoyens doivent les ranger dans leurs valises. Ils ne doivent pas se présenter, puisque venir sur le lieu du vote avec ces attributs influencerait, ce serait une façon détournée de porter ou d'attirer l'attention du citoyen qui veut procéder à son vote sur le choix dirigé vers tel ou tel candidat. De la même manière, l'irruption avec violence dans un bureau de vote en vue d'empêcher le bon déroulement du scrutin est constitutif d'une infraction. Ce sont des comportements qui ne donnent pas toujours la possibilité à l'agent pénal d'appréhender la gravité de son acte. Mais il faut que nos concitoyens le sachent, que ce sont ces comportements-là qui sont réprimés et sanctionnés par le législateur. De la même façon, les violences qu'on peut exercer dans les centres de vote, eh bien, ces violences aussi sont constitutives d'infractions et sanctionnées par le code pénal. On parle notamment de l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages exprimés, par exemple. Très bien. On parle également de... C'est l'article 258, oui, bien sûr. du code pénal. On parle également des violences qu'on peut exercer sur les membres de postes de vote, de bureaux de vote. Je pense que c'est des choses qui sont à proscrire. Oui, oui, tout à fait. Nous avons aussi la destruction ou l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous les documents qui constatent les résultats du scrutin dans l'intention de forcer les résultats ou de rendre les résultats ou de mettre les autorités à charge de la proclamation des résultats, de les mettre dans l'impossibilité, en raison de ces irrégularités, de proclamer les résultats. De la même manière, les empêchements ou les attroupements et voies de fait ou menaces, le jour du scrutin, sont formellement interdits. Et peuvent valoir, c'est l'article 243 du Code pénal qui prévoit un emprisonnement de 6 mois au moins et de 2 ans. Parce qu'en réalité, quand on parle de voies de fait en période électorale, ce sont des délits d'entrave à la liberté de chaque citoyen de pouvoir exprimer son choix librement, ou ce sont des comportements ou des manifestations concertées qui sont de nature à cesser le vote. Puisque dès lors qu'il y a un trouble ou des agissements où vous avez des personnes surexcitées qui s'énervent dans le centre du vote, dans le souci de la préservation de l'ordre public et de la tranquillité des citoyens, eh bien, ce bureau peut être amené à être fermé momentanément en attendant que l'ordre se rétablisse. Quiconque par les mêmes moyens a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. La loi punit également cet individu-là. Bien évidemment, puisque vous l'aviez dit, le fait d'agir ou d'influencer ou d'emmener un électeur à ne pas exprimer son suffrage, eh bien, c'est constitutif d'infraction. Merci. Merci, professeur. Merci. Vous avez consommé le temps qui vous était. Encore qu'il reste encore beaucoup. Il reste beaucoup, la liste de ces infractions. On ne pourra pas éplucher toutes ces infractions. Mais j'ai une dernière question. Comment est-ce que le citoyen lambda, comment il fait pour connaître ces éléments-là, ces informations? Quel moyen a-t-il de ne pas justement tomber sur le coup de ces dispositions-là? Oui, monsieur Doussa, vous le faites. On sait combien les instruments sont vulgarisés dans notre pays. Hein. C'est pas évident. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors que sont nombreuses les infractions. Tout à fait. Je crois que la tribune qui nous est offerte, et c'est en cela que j'apprécie bien votre initiative, votre chaîne a une très très grande audience. Donc, à travers cette tribune, eh bien, nos concitoyens doivent savoir qu'il y a des comportements qui peuvent paraître aux yeux de celui qui le commet sans signification, mais qui sont pris en compte
par le droit pénal et qui peut valoir pour leurs auteurs une sanction. Donc il est à encourager ce genre d'émission, quitte à l'envisager dans les langues nationales pour atteindre le maximum de public, pour que les gens sachent que pendant les élections, il y a des comportements qui sont proscrits et on ne peut pas se permettre non plus de faire ce que l'on veut. Voilà. Merci beaucoup, professeur Zanou. Merci, Herman Anyambossou. C'est moi. Je vous retrouve dans un instant pour accompagner Nagui Balagbe dans la rubrique Médiamétrie. Mais avant, je vous invite à suivre le portrait du duo, enfin du colistier du candidat de Force Corée pour un Bénin émergent. Il s'agit de Paul Hunkwe, candidat à cette élection présidentielle au poste de vice-président. L'un du duo désigné par la Force Corée pour un Bénin émergent, Paul Hunkwe est donc candidat pour la première fois à une élection présidentielle. Le secrétaire exécutif national du parti, dont il est l'un des porte-étendards pour le scrutin d'avril, est le colistier du candidat au poste de président, Soumanou Djemba. Comment en est-il arrivé à ce niveau? Paul Hunkwe, membre de la Force Corée pour un Bénin émergent, est élu il y a quelques années secrétaire exécutif national du parti lors d'un congrès. Depuis, il essaie de gérer les affaires du parti. Grâce à son management, la Force Corée pour un Bénin émergent obtient son récépissé lui donnant le statut de parti politique officiellement enregistré. Un sésame qui permet à cette formation politique de se présenter aux élections communales organisées en 2020. La FCBE s'en sort avec 7 conseils communaux. Entre-temps, le parti enregistre la démission du président fondateur, l'ex-chef de l'État Boni Yayi. Cela n'ébranle guère le secrétaire exécutif national qui rassemble autour de lui plusieurs personnalités du parti. Et sous son leadership, la formation obtient son statut de parti de l'opposition, puis la subvention allouée par l'État. De 2015 à 2016, Paul Hunkwe occupe le portefeuille du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dans le dernier gouvernement de Boni Yayi. Pendant 9 mois, il fait ses preuves aux côtés de son mentor d'alors. Un mentor qui le remarque quand il dirigeait la mairie de Bopa avec brio. Ses actions à la tête de cette commune ont porté beaucoup de fruits qui lui ont valu d'être nommé ministre. Lorsque l'occasion se présente à lui, il ne manque pas de dire sa vérité sur les 2 élections passées, législatives et communales. Enseignant de formation et précédemment directeur d'école, Paul Hunkwe tente la présente aventure aux côtés de Soumanou Djemba, dont il sera le vice-président si la Force Corée pour un Bénin émergent arrive à remporter la présidentielle. Voilà, je vous l'annonçais dès le début de cette émission, mon invité du jour, c'est Bertin Korovi. Bertin Korovi qui, comme je vous l'annonçais, a trouvé son chemin de Damas avec sa casquette désormais Bénin révélée, estampillée Patrice Talon. Bertin Korovi, bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Voilà. Alors, vous auriez peut-être sans doute dû être dans l'organisation de ce à quoi nous assistons depuis hier dans notre pays, ces manifestations de protestation contre la prorogation de mandat. Comment, de votre côté actuel, votre nouvelle posture, vous appréciez ces événements-là? Écoutez, même si j'avais toujours continué à être opposant, je n'organiserai jamais de telles manifestations. La seule manifestation qui porte mon nom, c'est le 31 octobre 2020. Et j'ai pris soin de demander que cela soit non violent, pacifique. J'ai obtenu aussi les autorisations des responsables à divers niveaux. Nous avons même écrit à l'armée, on a écrit à la police, eh bien, à la préfecture, etc. Donc, je ne peux pas m'associer, même opposant, c'est-à-dire maladif, parce que je reste toujours opposant. Même opposant maladif, je ne le ferai jamais, parce que j'ai le sens de l'État. Vous restez toujours opposant? Ah ben bien sûr. Vous avez une casquette Bénin révélée au fait, Patrice Talon sur votre oui, tête. il y a des moments où, quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, eh ben, vous vous associez même à votre pire ennemi pour sauver la nation. Et nous sommes à ces instants-là aujourd'hui. Voyez-vous, voici des gens qui font des revendications
et qui appelle à la destruction de l'État. C'est à cela que ça revient. Je ne peux pas m'associer à cela. Est-ce que vous aviez, avant votre revue, votre changement de bord, été entrepris, été invité à participer ou à réfléchir, à élaborer autour de ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui? Absolument pas. Et c'est cela ce que nombreux ne comprennent pas. J'ai toujours dit, peut-être de façon un peu prétentieuse, qu'il y a les autres et il y a Kouvi. J'ai toujours estimé que l'opposition au Bénin avait deux types d'opposition. Il y a le beurre, il y a la margarine. J'ai su le beurre et les autres sont la margarine. Et la margarine est une pâle copie du beurre. En réalité... Mais comment peut-on être le beurre quand on ne représente à proprement parler rien sur l'échiquier politique? Vous n'êtes pas un parti politique, en tout cas pas le plus influent du pays. Vous n'êtes pas un élu. Comment peut-on se considérer comme le beurre? Comment se peut-on être cette posture de comparaison? Alors, je vais vous répondre. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Mais pourquoi tout le monde court après Jésus, après Jésus? J'ai pris la peine de programmer les Béninois à ma façon de voir les choses en faisant plus de 3000 audios en 5 ans. Il n'y a pas ce jour-là, on ne m'entend pas. Donc, à force de dire quelque chose, mais c'est moi que les Béninois ont fini par entendre. Mais pourquoi c'est moi qui apparaît devant Patrice Talon et qui apaise la population? Parce que si je n'avais pas fait la démarche que je mène aujourd'hui, ce pays serait à feu et à sang. C'est parce que j'ai vite perçu le danger qui guettait la République que je me suis dit, mais même s'il faut m'amener à Misrité, après que nous ayons réélu Patrice Talon, j'irai prendre ce risque-là parce qu'il fallait changer de message. On a programmé le peuple à une colère, hélas, contre Patrice Talon, colère qui n'était même pas justifiée parce qu'au vu des réalisations que nous voyons dans le pays, nous avions tout faux. Vous vous êtes tapé 2 rendez-vous avec le chef de l'État en si peu de temps, d'abord en privé, puis publiquement, une audience publique à la République, au Palais. Qu'est-ce qui vous a valu toute cette reconnaissance, Pétain Kouvi? Mais les 3000 audios, aussi simple que cela, je vous dis, c'est à force de prêcher Jésus-Christ. Vous rencontre à condition que vous cessiez de faire les audios? Non, ça n'a rien à voir. Au fait, mais vous ne comprenez pas. Aidez-moi à comprendre. Moi, j'ai une existence dans le subconscient des Béninois. Je parle bariba, je parle fon, je parle dindi, je parle nago, je parle français, espagnol, anglais. Presque tous les jours, je fais un message. Alors, vous avez une opposition qui ne dit jamais rien. On peut ne pas m'aimer, hein, mais on sait que j'existe. Et c'est ce qui est important pour un homme politique. Et j'ai le sens de la polémique, j'ai la provocation. Ah ben, tout le monde parle de moi. En bien ou en mal, c'est pas grave. Le président aussi a estimé qu'il fallait voir, en fait, mais quel est ce prétentieux-là? Peut-être que c'est pour cela qu'il m'a reçu par 2 fois. Qu'est-ce qu'il vous a offert? Qu'est-ce qu'il vous a proposé, Patrice, rien du tout. Pour vous convaincre? Voilà. D'abord, je vous dis, ce qui m'a convaincu à choisir Patrice Talon, c'est la candidature de Rekiat Madougou. Où on dit, tel que c'est vendu, tel que c'est présenté, on dit c'est elle qui connaît les autres chefs d'État à l'étranger, c'est elle qui amène 1 milliard, c'est elle qui amène 150 millions. Mais c'est grave quand le président béninois doit être élu parce que d'autres présidents africains financent cela. Je me suis dit, ça reste des rumeurs. Non, ça ne reste pas des rumeurs. Mais j'ai écouté. Aucun élément de preuve. Non, il y a des éléments de preuve. J'ai écouté les responsables au plus haut niveau des démocrates qui ont dit les critères de sélection ont été tels. Mais Tigri Alassane est quand même crédible quand il parle. Achade est crédible quand il parle. Alors, ça c'est un. Maintenant, les rumeurs sont toujours fondées. Et hélas, les rumeurs finissent par devenir la réalité en politique. Il faut surtout tenir compte de la rumeur. Même si après ça se révèle être faux, prenez vos dispositions en fonction des rumeurs. Et puis, quand on écoute ce groupe-là, tel qu'il parlait, voici des gens qui refusent un corpus juridique, mais qui s'associent, qui s'adaptent à certaines lois. Mais quand vous avez été candidat, président, vice-président, ça voudrait dire que vous reconnaissez les nouvelles dispositions électorales. Mais si les mêmes dispositions vous frappent parce que vous n'avez pas eu le parrainage, et le parrainage, ouvrez les guillemets, écrivez, ce n'est pas un droit acquis. Le parrainage n'est pas un droit acquis. Ce n'est pas parce que vous demandez un parrainage qu'on vous parraine. Il faut d'abord convaincre celui qui a le statut de parrain. Il se trouve même que les 160 parrains potentiels auraient pu ne jamais parrainer personne, y compris Patrice Talon. Oui. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Le départ de Patrice Talon, restaurer la démocratie. Si c'est restaurer la démocratie, si c'est un programme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, par ses arrêts du 4 et 5 décembre, avait déjà résolu ce problème-là. Et qu'est-ce que demandait la Cour? Qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il n'y ait pas de candidature, tant que nous autres opposants exilés ne soyons là.
Étions-nous déjà là avant que cela n'ait postulé? Non. Ils ont passé par perte et profit cet avantage institutionnel juridique qu'on avait sur Patrice Talon. C'est à conformer, je me suis dit, il faut reconnaître... Vous n'êtes pas membre du Parti démocrate, sauf si je me trompe. Ah ben non. Alors, pourquoi vous vous incipez, vous prétestez d'une situation liée au Parti Les Démocrates pour justifier votre revirement? C'est vrai, il faut une raison pour bien se fâcher. Pourquoi, justement, vous conditionnez votre revirement, vous justifiez cela par la situation au sein des démocrates? Alors, si vous avez pris la peine de m'écouter depuis le 31 octobre 2020, alors qu'on a l'autorisation de marcher, il n'y a eu que 400 personnes qui aient marché à Cotonou. Ça fait réfléchir. Voici un pays, une ville, où nombreux disent qu'ils ont faim. On leur donne l'occasion d'exprimer leur ressenti. Il y avait plus de policiers à la place Adjali que de manifestants. Ça fait réfléchir. Mais ça voudrait dire que le peuple ne partage pas notre point de vue. C'est aussi simple que cela. On fait la politique parce qu'on a une clientèle. La clientèle de l'homme politique, c'est le peuple. On n'en a pas. Cela a été prouvé ce jour-là. Ça, c'est un. Deuxième chose, quand les démocrates ont voulu se conformer à la charte des partis politiques, je leur ai dit, ce faisant, vous reconnaissez tout le corpus juridique. Les mêmes députés qui ont voté la charte des partis politiques sont les mêmes qui ont voté les 45 jours et autres. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Il se trouve quoi? Que les démocrates, au fait, sont à l'intérieur, moi je suis à l'extérieur. Et ils prétendaient qu'ils étaient le plus grand parti de l'opposition. Le peuple les voyait comme tels. D'ailleurs, je n'ai pas manqué de faire la dichotomie entre eux et moi à travers plusieurs audios pour dire nous ne sommes pas ensemble. On se ressemble, mais on n'est pas la même chose. Alors, eux, s'étant conformés, ça revient à quoi? Ça revient à ce que l'opposition intérieure et la mouvance se sont entendus pour nous jeter, nous autres, à la poubelle, pour jeter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme à la poubelle. Ainsi donc, si nous voulons exister dans la République, on n'a pas le choix que de les rejoindre dans le choix qu'ils ont fait ensemble. C'est ce que j'ai fait. Aussi simple que cela. Alors aujourd'hui, vous parlez de... Oui, il n'y avait que 400 manifestants à votre mot d'ordre en octobre dernier. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des manifestations qui s'organisent dans plusieurs villes à la fois pour protester contre la prorogation de mandat. Peut-être que vous n'avez pas utilisé la meilleure méthode pour mobiliser les citoyens. Non, vous vous trompez totalement. Si ceux qui écoutent mes audios m'avaient écouté, ben, il y aurait c'est-à-dire plus de monde qu'aujourd'hui. Mais c'est parce que je passe un message d'apaisement. J'explique pourquoi il n'y a plus aucune raison de manifester. En réalité, nous avons perdu. Au jeu infini politique, l'opposition a perdu, y compris moi-même. Mais quand c'est comme ça, vous vous soumettez, vous revenez à la République, parce que la réalité c'est quoi? Si on met feu au pays, ben on veut gérer quoi? On va dormir dans la cendre? Et puis, en politique là, qui ne triche pas? Je reconnais que le président Patrice Talon a triché. Oui, moi je l'assume, il a triché. Mais qui ne triche pas? Donald Trump a triché. On l'a arrêté, il n'a pas pu continuer. Je veux prendre l'exemple, notre démocratie dont nous sommes si fiers, est née sur un acte de tricherie. En 1991, le président Nicéphore Soglo n'a jamais gagné les élections présidentielles. Et qui le dit? Ça, c'est vous qui le dites. Mais attendez, qui le dit? Mais écoutez-moi, mais laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir. Oui, j'assume ce que je dis. Qui le dit? Son ministre de l'Intérieur, organisateur de cette élection. Je sais, vous êtes un peu plus jeune que moi, donc vous ne savez pas. Florentin Felijo. Qu'est-ce que vous savez? Ah ben, vous êtes plus jeune que moi. Florentin Felijo a dit qu'en 91, que le président Soglo n'avait pas gagné, que c'était Kérékou. Mais puisqu'il fallait faire partie Kérékou, eh bien, ils ont pris des dispositions. Je veux vous dire que celui qui a organisé la première élection présidentielle en 91 du renouveau démocratique dit que le résultat était faux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien, mais ce qu'il dit. Et il était ministre de qui? De Soglo. Alors, Soglo pour autant n'a pas appelé, Kérékou n'a pas appelé à brûler le Bénin. En 91, le chaos de Yaïbouni. En 2011. Toutes choses restant égales par ailleurs, Yaïbouni n'aurait jamais pu faire un chaos. Et moi, c'est mon métier, la communication politique. Il n'aurait jamais pu faire un chaos en 2011. Adrien a-t-il appelé à brûler le pays? Au fait, nous autres hommes politiques, nous devons avoir le sens de la responsabilité. Que Patrice Talon ait triché, tant mieux. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut brûler tout le pays. Parce que quand on brûle là, on fera avec quoi par la suite? Et c'est là où je dis, je rejoins Patrice Talon. Nous allons nous battre pour qu'il gagne à 98% KO
pour que la différence soit claire et que chacun sache que le fauteuil présidentiel, Selon ce n'est vous, pas un banc d'école. C'est qui le manifestation d'aujourd'hui? Qui est en train de manifester aujourd'hui dans les rues, dans certaines villes du pays, contre la prorogation du mandat? Oh, ce sont des gens un peu manipulés par de petits sous. Mais vous avez entendu quand même, j'ai la faiblesse de dire, j'ai entendu des vidéos qui invitent les gens à manifester. Je n'ose pas dire que c'est à cela que les gens répondent. Bon, j'ai entendu le ministre Dianotin, j'ai entendu la vidéo de Komi Kouché, peut-être que d'autres aussi ont fait d'autres vidéos. Mais eux, ce sont des responsables qui ne doivent pas tenir de tels propos par un moment aussi sensible. Ceci étant dit, j'avoue qu'ils n'ont pas appelé à la violence, mais ils ont demandé de libérer le pays. Mais on sait comment ça fonctionne. Hein. Bref, c'est quelques billets de banque qu'on donne à quelques badauds. Ceux qui manifestent là, franchement. Vous avez vu un homme politique parmi eux? Vous avez vu un qui a un destin politique parmi eux? Ils se font manipuler. Et ce qui est malheureux, peuple béninois, les Ivoiriens en 2010 ont eu 3000 morts. 10 ans après, la CPI déclare Gbagbo innocent, Ouattara n'est pas coupable. Alors, qui est responsable de la mort des 3000 morts? Moi, je vous dis, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation que j'ai décidé que nous fassions la paix avec Patrice Talon. Au jeu infini politique, il nous a battus parce que la politique, c'est un jeu d'échecs. Eh bien, Adiwe, et Dadio, et Douredji, soumettons-nous à lui et pensons à notre pays. C'est l'essentiel. Maintenant, on va évoluer dans notre entretien. Vous, depuis quelques jours, vous avancez un chiffre KO à 98%. Vous n'êtes membre d'aucun parti politique soutenant la candidature de Patrice Talon. Est-ce que vous faites pas un peu une récupération politique facile de l'effort des autres? Mais vous me faites rire. Vous savez, grâce à cet instrument, Android, vous faites un message tout de suite, tout le peuple est informé. Tout le peuple. Alors donc, en réalité, la façon de faire... Sans oublier que tous les Béninois n'ont pas forcément un smartphone. Il n'y a pas cette famille-là où quelqu'un n'est pas smartphone. Et celui, tout aussi, il y en a donc tout lié. Donc, quand quelqu'un entend dans une famille, les autres sont informés. Mais pourquoi dans les villages les plus profonds qu'on est Kouvi? C'est grâce à Android. Et je voudrais remercier ici celui qui a écrit l'application WhatsApp et accessoirement Facebook. Donc, les nouvelles technologies font que même une campagne aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de quitter chez vous. Voici quelqu'un qui est parti du Bénin depuis le 1er novembre 2016 et pourtant 5 ans après, c'est de lui qu'on se souvient. Grâce à WhatsApp et aux audios. Aussi simple que ça. Je fais une campagne, en réalité, je ne voudrais pas me moquer de ceux qui travaillent pour le président Patrice Talon, mais en une semaine, je crois avoir fait ce que nombreux ont fait en 5 ans, juste par les audios. Vous faites de la communication politique, souvenez-vous que vous avez Android. On va finir sur un autre aspect de vos dernières déclarations. Vous vous plaignez, vous dites qu'ils vous ont abandonné, ceux aux côtés de qui vous luttiez pour porter la critique contre l'action de Patrice Talon. C'était quoi le deal? Qu'est-ce qu'il vous avait promis pour qu'aujourd'hui vous en soyez déçus à ce point? Alors, très bien. Quand je dis qu'ils m'ont abandonné, je ne parle pas de tous les Béninois. Il y a eu des anonymes qui ne me doivent rien, mais qui pourtant m'ont soutenu financièrement à des moments donnés. Vous savez, quand vous perdez tout et vous partez en exil dans un pays étranger, vous avez besoin quand même d'abord d'un soutien. Mais quand vous prenez l'opinion publique, nombreux s'imaginent qu'il y a certaines personnes qui ont le devoir de soutenir quelqu'un comme moi dans ma position. Et ceux-là n'ont rien fait. J'avais le devoir de le dire afin que les jeunes qui rêvent, les jeunes qui ont fait croire d'aller brûler ci, d'aller faire ci, s'ils croient qu'ils vont les trouver derrière, ne verront personne. Moi, j'avais le devoir de faire ce témoignage-là. On n'a pas fait un contrat. Mais ma foi, ils sont nombreux à m'appeler pour dire « Mais Corvi, on n'a entendu aucun audio. Mais tu ne dis rien sur telle situation ?» Ben oui, ça voudrait dire quoi? Ils reconnaissent ce que je fais. Donc, ils avaient aussi en même temps le devoir moral d'assistance ou de solidarité, ce qu'il n'y a jamais eu. Et je voudrais dire à vous autres, qui vous êtes réveillés à la politique et à la commission politique, vous ne verrez personne derrière. Ils ne vous viendront d'abord ceux qui sont allés en prison. Combien vous ont rendu visite? Combien vous ont amené à manger? Je sais de quoi je parle, moi. Donc, ce n'est pas un contrat de soutien, mais c'est un contrat moral et une obligation morale à soutenir un combattant qui est tombé. Oui. Vous soutenez Patrice Talon parce que son programme d'action vous séduit, et ça on vous l'a entendu souvent dire, mais qu'est-ce qui concrètement, je vais prendre un exemple, sur le plan par exemple de la jeunesse, de l'épanouissement de la jeunesse,
Que propose-t-il et qui a obtenu votre adhésion, Patrice Talon? Alors très bien, vous avez toujours tendance à vouloir saucissonner un programme. Un programme politique doit être une vision, une généralité. En réalité, la pauvreté de la plupart des pays africains, c'est que nos économies ne sont pas structurées. Nous n'avons pas une économie fondamentale, et tant qu'on ne l'a pas construit, aucun du reste ne va suivre. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai toujours ri de ceux qui viennent avec des programmes copiés-collés ailleurs, qui viennent nous proposer cela. Même si Patrice Talon me parlait de il ferait ceci pour la jeunesse, je vais rire de lui. Ce qui m'intéresse dans son programme, c'est la viabilisation de 500 000 hectares, et le travail 500 000 hectares de terres additionnelles va créer la conséquence de tout le reste. C'est tout ce qui m'intéresse. Viabiliser 500 000 hectares de terres additionnelles qu'on met à la disposition des populations. Et accessoirement, je vous dis, ça c'est l'État qui le fait, et l'État dit à son financement. Moi-même, Corvi Bertin, mon cabinet d'études économiques, avec des partenaires financiers étrangers, nous sommes en train de faire la viabilisation de 500 000 hectares au Togo. On fait la même chose au Ghana, au Burkina, et j'ai estimé que ce n'est pas parce qu'on a un différent avec Patrice Talon, ou bien parce qu'il ne me plaît pas, qu'il faut priver le peuple béninois de cela. Nous-mêmes, nous venons viabiliser 500 000 hectares de terres agricoles. C'est quoi le topo? On a un contrat avec les propriétaires terriens, on viabilise la terre, si le propriétaire terrien ne peut pas faire le champ lui-même, on a des métayers qui travaillent dessus. Voilà, chaque agent agricole a droit à 5 hectares. Les émigrants que vous voyez à Cotonou, à Parakou un peu, c'est de la force motrice qui devrait travailler à produire de la richesse. La richesse se produit par le champ, par l'élevage, et c'est le produit du champ qui doit être usiné pour l'industrie, et après on aura le commerce. Nous n'avons rien de tout cela. Et c'est ça qui fait que les jeunes n'auront aucun emploi. Si quelqu'un vous amène un programme, il veut donner de l'emploi aux jeunes, c'est un menteur. Tant qu'il n'a pas viabilisé des terres additionnelles, il n'y aura pas de richesse. N'ayant pas de richesse, il n'y aura pas de distribution. Alors, voilà quelqu'un qui a dû à un moment donné boire de l'eau pour dormir, parce que manquant de moyens, manquant de minimum, oui. Et qui est à la tête d'un cabinet qui fait la viabilisation d'hectares dans des pays voisins et qui envisage de le faire aussi au Bénin. Mais comment peut-on vous croire, Bertin Corvi? Moi, je ne suis pas une religion, ni une église. Peu me chaud, qui me croit, je m'en fous, j'en ai quelqu'un. Qu'on ne me croit pas, ce n'est pas mon problème. Qu'on me laisse faire ce que je fais. Et vous avez collaboré avec un homme politique qui nous a appris, il nous a enseigné que les promesses électorales ne devraient engager que ceux qui ont commis l'erreur. Non, les promesses électorales n'engagent que, c'est-à-dire... Ceux qui y croient. Celui qui le dit, oui. Et celui qui le dit, c'est-à-dire, il n'a pas fini la phrase. Il y a une extension. Et c'est Charles Pasqua que Adrien était en train de citer, mais il a mal cité. Alors, allons-y. Vous avez manqué de le relever à l'époque, vous étiez avec lui. Non, j'ai toujours dit, à la fin, quand les gens lui reprochaient cela, j'ai dit, mais il n'a pas fini l'extension de la phrase. Je voudrais vous dire ceci. Quand vous quittez, c'est-à-dire on vient vous arrêter un soir, du 17 avril 2019, et curieusement, puis ça vous intéresse, c'est un mois après que je suis poursuivi au Bénin. C'est d'ailleurs pour cela que le dossier a floppé en Guinée équatoriale. Je suis arrêté un 17 avril à 23h. Un 17 avril 2019 à 23h. J'ai fait un mois en garde à vue, non pas en détention préventive. Le tribunal de la Guinée demande à mener les dossiers qui prouvent ce que vous dites. Et le dossier qui vient, je suis poursuivi seulement le 17 mai. C'est quand même extraordinaire ça. Et je voudrais dire, ceux qui font de tels travaux n'ont pas de l'expérience. J'ai travaillé pour plusieurs États. Ils auraient juste pris la peine de me poursuivre un 5 avril, ou bien même un 10, ou bien même un 16, et le 17, on m'arrête en Guinée. Et après cela, j'aurais été extradé au Bénin. Maintenant, quand vous avez fait 6 mois de prison, vous sortez, ils ont pillé mes entreprises, tout pillé. Je me suis retrouvé d'emblée hors du pays, sans un franc. L'ONU me donnait seulement $20 par jour. Vous voulez que je vive comment avec ça? Maintenant, il a fallu du temps pour me réorganiser. J'ai mon cerveau, je ne suis pas con. Je me suis réorganisé et depuis 6 mois, parce qu'effectivement, il y a à peine 6 mois que ma vie a changé. J'ai repris mes activités. Il y a 6 mois, vous avez fait le revirement, vous êtes allé vers Talon? Non, il n'y a pas que 6 mois que je suis allé vers Talon. Aller vers Talon, ce n'est pas pour de l'argent. Moi, je peux vous donner... C'est peut-être pour négocier aussi le mandat d'arrêt qui... Ah non, ça n'a rien du tout. Alors, parce que ce mandat est... Je me demandais si la casquette était un bracelet électronique. Ah non, vous me trompez totalement. Alors, vous pouvez voir. Regardez. Au fait, moi, là, je sais que je n'ai rien fait. Et ayant reçu un non-lieu en Guinée équatoriale, le Bénin n'a pas le choix que de se conformer à ce non-lieu-là, puisqu'ils sont allés devant les tribunaux. Et je savais que ça ferait scandale. Et d'ailleurs, vous verrez que comment j'ai organisé mon retour. J'ai mis un mois à communiquer, à expliquer, etc.
Et puis, ne nous mentons pas, le président Buhari est passé par là. Le Ghana est passé par là. L'ONU est passé par là. Savez-vous, moi, quand vous êtes en exil... Quelle est votre lignée avec le président Buhari? Parce que vous le citez tout le temps. Eh ben, je le cite tout le temps. Alors, si vous voulez... Alors que jamais on n'a vu aucun lien entre vous. On n'a jamais vu un signe quelconque d'un rapprochement entre Bertin Kovi et le président Buhari. Pourquoi vous êtes pressé? Je peux vous donner même ici tout de suite le numéro WhatsApp de ce conseiller diplomatique. Et si vous voulez lui parler, vous lui parlez. Vous savez, même le président Talon que j'ai vu, je n'ai pas son WhatsApp. Par contre, si je veux lui parler, j'ai à qui je parle et lui va entendre. Qui par exemple? Oh non, vous me voyez, moi aussi amateur, que ça venir sur un plateau de télévision, dire qu'il peut être le contact entre moi et le président. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Mais vous venez de dire, c'est lui qui a votre contact. Oui, mais parce que lui, vous voulez savoir qui c'est. Et je peux vous donner la preuve. Ça, c'est utile pour vous. Maintenant, ceci dit, étant dit, moi, je suis économiste fondamentaliste et je travaille avec le Nigeria depuis 2006. Ceux qui ont suivi le forum économique Bénin-Nigeria en 2007, que Janvier Yawiwa a organisé, ce fut moi l'initiateur. Donc j'ai mes petites relations au Nigeria. Bref, je fais partie de ceux qui ont participé à l'écriture, enfin quelques pas, je ne dis pas tout le programme, du programme du président Buhari. Donc on a de petites amitiés dans le cercle. Et puis l'enfant qui sait bien laver sa main mange à la table des grands. Maintenant, je ne dis pas que j'ai le numéro de Buhari que j'appelle. Non, il y a une passerelle. Et quand j'ai besoin d'aide... n'est-ce pas, dans le palais présidentiel nigérien. Ben attendez, ce n'est pas aussi comme... Quand vous avez un cerveau, quand vous avez quelque chose que les autres veulent, moi je suis comme le cafard qui ne demande pas audience et qui va à la cour du roi. Il peut entrer n'importe où avec l'économie fondamentale. Vous avez pratiquement été dans la même posture avec Obiang Dema Bazogo en Guinée équatoriale. Non, en Guinée c'est encore mieux. Là j'avais mon bureau, j'avais mes bureaux à la présidence. Merci beaucoup, merci d'être passé sur ce plateau. On espère vous revoir peut-être incessamment, peut-être qui sait le jour du scrutin à l'heure électorale. On verra bien. Merci d'être passé. Alors moi je voudrais demander au peuple béninois que chacun reste chez lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci. C'était Bertin Kovi, président de l'Alliance Iroko, notre invité du jour. Place maintenant à Médiamétrie avec Naguib Alagbe. Naguib Alagbe, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes à 48 heures, un peu plus de 48 heures maintenant de la clôture de la campagne électorale et vous êtes là pour nous faire le point du traitement de l'actualité électorale dans les médias. Oui, l'actualité électorale hier et aujourd'hui, hier mardi, le duo Talon Talata observait une pause en ce qui concerne sa tournée. Mais l'animation à la base s'est poursuivie sur le terrain avec les partis politiques dans le septentrion. Le bloc républicain, par exemple, déroule. Et plusieurs journaux parus ce mercredi en ont assuré l'écho. Le matinal rapporte que le parti du Cheval Blanc ratisse large, avec en première ligne son secrétaire général national sous le leadership de qui les Républicains feraient une occupation méthodique du terrain. Information confirmée en manchette du quotidien Le Soleil Bénin, qui affirme le bloc républicain barricade le septentrion. Le journal revient sur l'offensive menée par le coordonnateur de toute la campagne du duo Talon Talata à Djougou, à Parakou, puis dans l'Atakora et l'Alibori, où les greniers électoraux tels que Banikwara et Kandi ont été réglés. Le PRD, l'UDBN et l'Union progressiste notamment sont également sur le terrain très actif. Le parti de Claudine Prudencio est allé à la rencontre des populations de Godomé. Et c'est à lire dans plusieurs parutions. Bénin Intelligent, par exemple, donne des détails sur un concert qui a eu lieu sur le terrain de sport du CEG Godomé et a drainé du monde. Les duos de l'opposition ne sont pas du reste, ils aussi mènent des offensives. Fraternité consacre sa manchette à la descente du duo Restaurer la confiance à l'université d'Abomey-Calavi et à Porto Novo. Irénée Agossa, à cœur ouvert avec les jeunes, dit non à la violence et opte pour une alternance à travers les urnes. Il attend des populations une belle preuve d'adhésion à sa vision d'un Bénin mieux gouverné. Dès le 11 avril prochain, la dynamique Restaurer la confiance s'est implantée à l'occasion et durablement dans la cité des Aïnovi. Les partis politiques ne sont pas aux abonnés absents sur la toile, Naguib Alagbe. Ils rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité sur le terrain, il faut savoir. Les cybercitoyens se retrouvent ainsi tiraillés entre l'assaut du PRD à Porto Novo, Cotonou, Sémé et Soava, puis le rythme fou de quelques têtes d'affiche de l'Union progressiste à Cotonou. Luc Atropo, Florentin Chao et Oswald Romeki travaillent à rallier la base à travers les élus locaux.
Le relais est assuré via plusieurs pages Facebook, notamment. Un mot également sur le zoo, où le chef de l'État est attendu cette journée à Kovel. Le stade Omnisport de la commune est plein à craquer. Un meeting géant est prévu et les populations sont sorties très nombreuses, selon une publication de Firmin Sossou sur sa page Facebook. La même ferveur a été observée à Zakota, où Patrice Talon s'est rendu après l'étape de Kovel, tandis que Boyko s'apprête à l'accueillir dans un instant. Je rappelle qu'il a parcouru toutes ces étapes-là aujourd'hui. Les autres candidats qui sont également sur le terrain, à Niambosso, 48 heures de la clôture de la campagne électorale, on voit que les candidats sont vraiment dans une phase offensive. Non, c'est clair que la campagne prend fin le vendredi à minuit, parce que justement, un jour avant le jour du scrutin, les tests sont prévus qu'il y ait accalmie, donc que tout soit détruit, les affiches, je veux dire, et tout, pour qu'on puisse aller au vote le dimanche. Donc je pense qu'ils sont en train de mettre actuellement les bouchées doubles, parce qu'il faut écumer les derniers greniers électoraux, comme vous l'avez dit, quand vous parlez un peu du traitement de l'actualité électorale par les médias. C'est que chaque candidat ou chaque deux candidats, je pense qu'ils ont fait en sorte à occuper le terrain. De sorte que quand le colistier est dans telle zone, le titulaire est dans telle autre zone, pour qu'on puisse vraiment maximiser ses chances de pouvoir avoir beaucoup d'électeurs le 11 avril. Et vous savez comme moi que l'enjeu du 11 avril, c'est également le taux de participation. Quand on va mettre Adémoumbédi sur le terrain, soit dans plusieurs zones, quand on va à l'UDBN, un peu comme l'a titré Bénin Intelligent, qui offre des concerts tous les soirs et qui multiplie les concerts aussi dans d'autres régions. Quand on voit le Moël Bénin également, dont on a reçu d'ailleurs la directrice de campagne sur Actu Matin. Quand on voit également l'UP, le BR, vous l'avez rappelé tantôt, le BR qui écume les greniers électoraux du Nord. Je pense que tout montre qu'effectivement le terrain est bien occupé, sans oublier les autres duos également, restaurer la confiance, le consensus. On a d'ailleurs parlé de cette vague orange à l'université. Et vous savez que l'université, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont là et qui n'attendent que le mot d'ordre pour aller voter le 11 avril prochain. Alors, c'est le dernier moment, le dernier virage de cette campagne électorale Naguib Alakbé, mais on constate quand même que cette campagne est émaillée de quelques manifestations hostiles, un peu de violence de part et d'autre. Naguib Alakbé, comment vous analysez cette situation? Oui, le temps avait été donné depuis un moment déjà où une certaine opinion, une certaine tendance s'est agrippée à la question de la prolongation de mandat pour estimer qu'à partir du 5 avril, il fallait que les choses se passent comme eux, ils l'entendent. Donc, je crois que des initiatives n'ont pas manqué dans ce sens-là. Mais ce ne sont pas des initiatives qui pourraient être de nature à arrêter le processus en cours. On l'a bien vu. Les images qui nous sont parvenues, parce qu'on n'a pas été là, mais quoi que ce soit des images amateurs, on a vu que ce sont par-ci, par-là de petits groupes réunis qui, au début, étaient dans une dynamique. On a entendu parler de manifestations pacifiques, mais il n'en a rien été dans le prolongement. Je crois et j'espère que l'ordre va revenir très vite pour que le processus puisse continuer normalement. Madame Bosso, sur la question des violences? Je pense qu'il faut souhaiter que l'ordre vienne très tôt, parce que justement, comme l'a fait remarquer Naguib, c'est vrai que les violences sont notées par endroits dans certaines régions du pays. Donc c'est vrai, il faut déplorer le fait que ce soit des jeunes instrumentalisés, des jeunes manipulés, des jeunes comme vous et moi, qui sont manipulés, des jeunes à qui sans doute on prêche n'importe quoi. Parce que pour quelqu'un qui a vu ce qui se passe dans le Bénin, pour quelqu'un qui a suivi l'actualité politique, qui a suivi les réformes qui sont entreprises jusque-là, on ne peut pas être surpris quand on organise les élections le 11 avril. On a tout le temps chanté pour dire les élections, premier tour, c'est le 11 avril. Et donc, le président est installé à telle date. On a prolongé le mandat des maires. On a dit, pour les députés, ils seront élus en 2023 pour un mandat de 3 ans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que des jeunes ne sont pas informés, parce que justement, instrumentalisés et tout, ils s'en prennent aux édifices publics. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut très tôt que les parents, les leaders religieux, les leaders traditionnels, les autorités politiques de ces régions-là puissent intervenir tout de suite pour appeler les jeunes un peu à la retenue, parce que la route, ça nous appartient à nous tous. Quand la route est en bon état, on ne dira pas non, c'est les partisans de Talon qui passent par là et les opposants ne passent pas là. Tout le monde emprunte ses voies. Les édifices publics, on a parlé de pose de péage de Diho qui a été
mises à sac aussi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut s'en prendre à de telles infrastructures alors que ça profite à tout le monde. Il faut très tôt qu'on puisse sonner la fin de la récréation. Et on apprend qu'un meeting du ministre Modeste Kérékou à Tokotona a été également empêché par des manifestants. Voilà, il a dû annuler. C'est déplorable. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de... Bon, enfin, il faut un peu de tout pour faire un pays, c'est vrai. Mais après, il faut observer aussi l'attitude des forces de l'ordre par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques jours. C'est vrai qu'ils ont été un peu, regardants, timides, etc. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut, comme Eman l'a dit, sonner la fin de la récréation pour que l'ordre puisse régner, parce que rien ne peut se faire dans la pagaille. On entend qu'il puisse avoir des attentes, peut-être qu'il puisse estimer que les choses n'aillent pas dans le sens où il le souhaite. Maintenant, ce n'est pas un cas. Le moment va venir, certainement, on va demander des comptes aux gens par rapport à ce qu'ils ont eu, par rapport aux actes qu'ils ont eu à poser, ça c'est sûr. Je crois que les gens prendront conscience très tôt et ça seront raison gardée. On l'espère en tout cas. Merci à vous, Nagui Balagwe, merci Eman Anyamoussou. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir. Je reste là. À notre